Parfait, c'est parti. Alors, bienvenue à toutes et à tous pour ce live de l'entrepreneuriat éthique numéro 5. Déjà le cinquième, le temps passe vite. Et ce soir, on va aborder le thème du business model éthique et de comment construire un business model éthique pour son activité. Et j'ai le plaisir d'accueillir Justine Avecassis qui est avec nous ce soir. Bonjour, Salut Justine. salut Thomas, et bonjour à Euh, toutes et à tous. Alors, du coup, je vais t'inviter à te présenter dans quelques minutes. Je vais d'abord présenter le déroulé de ce live. Donc, en gros, on va du coup évoquer ce thème de la construction du business model éthique. Et donc, je vais te poser diverses questions. Et là, pour l'instant, on n'a pas forcément de participants pour cette session-là. Donc, si jamais certains nous rejoignent, ils pourront poser leurs questions à la fin du live, évidemment. Donc Justine, ben, je t'invite à te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore. Voilà, c'est à toi. Merci Thomas. Et bah écoute, je m'appelle Justine Abécassis. Je suis diplômée d'une école de commerce, donc oui, c'est le mal absolu. Mais non, en vrai, ça va, ça s'est bien passé, ça m'a apporté des choses. Et surtout, directement après l'école de commerce, j'ai lancé ma première boîte, une marketplace de mode éthique qui s'appelait L'étiquette. Le but, c'était de réunir sur une seule et même plateforme les marques de mode éthiques, donc des habits bio, des fringues made in France, ce genre d'engagement-là. Euh, et donc, au bout de 2 ans en faisant ça avec mon associé, on a décidé d'arrêter parce que justement, on ne se retrouvait plus dans le business model et parce que le business model avait trop dévié de ce qu'on voulait faire au départ. Et donc, voilà, on a pris le choix d'arrêter. Depuis, je donne des cours en école de commerce de temps en temps, notamment pour accompagner les jeunes diplômés et les jeunes en voie d'être diplômés sur des business games. À côté de ça, je suis mentor, coach pour entrepreneurs chez Live Mentor et je lance une nouvelle activité, mais c'est un secret, et autour de l'éthique, hein, justement, et beaucoup du business model éthique. Et je suis en train également d'écrire un bouquin sur toutes les erreurs qu'on a faites avec mon associé sur notre précédente expérience, l'étiquette. Top. Merci beaucoup. On remettra hein, de toute façon les différents liens sur à la fois, enfin si tu en as envie bien sûr, Oui, sur bien ton sûr. profil LinkedIn, sur le lien par rapport à ton site aussi, que j'avais déjà mis dans l'événement, comme ça Mhm. fera un petit rappel. Écoute, super. Alors, on va entamer par finalement ma première question qui est aussi, en fait, quelle est la première question à se poser pour définir son business model éthique finalement? Alors, pour moi, il y en a trois qui vont ensemble. Du coup, ce n'est pas une seule question. En fait, à mon avis, il faut commencer par se poser honnêtement la question pourquoi est-ce qu'on fait les choses? De vraiment se demander quelles sont ses motivations à soi-même pour vérifier qu'on est bien aligné avec le projet, qu'on est bien sur un thème qui nous passionne ou au moins qui nous engage. Plutôt que sur un thème tendance parce que ça va plus vendre. Moi, c'est vraiment super important de comprendre profondément pourquoi on a l'idée de ce projet. La D'accord? deuxième question qui est super, super, super fondamentale, surtout dans un business model éthique, c'est de se demander est-ce que je réponds à un vrai problème? C'est-à-dire que nous, quand on a lancé l'étiquette, par exemple, donc le but c'était de regrouper les marques de mode sur une seule et même plateforme. On avait comme problème le fait que les marques ne soient pas toutes réunies, enfin, soient un peu éparpillées à droite à gauche, qu'elles n'arrivent pas à se regrouper tout ensemble et que du coup, le fait de les regrouper, ça leur donnerait plus de force. Et côté consommateur, on se disait, bon, ce serait plus pratique pour eux d'avoir une seule plateforme sur laquelle tout faire. En fait, ça, Ok. c'était pas un vrai problème parce que justement, les marques, elles se débrouillaient très bien sans nous et qu'on avait déjà, enfin, quand on a eu l'idée de la marketplace de mode éthique, on était 6 sur le marché. Le temps qu'on lance, on était 22. Donc, c'est-à-dire que d'un coup, il y avait une multitude de marketplaces. Enfin, ça changeait complètement, Mm. complètement la donne.
Pour Et juste remettre un peu au niveau temporalité, je ne sais pas si tu l'as dit avant, mais à quelle période tu t'as lancé l'étiquette? alors, on a lancé officiellement, c'était en septembre 2018, du coup, pour D'accord. le lancement du site. Et en fait, on a eu l'idée 1 an et demi avant ça, donc en genre ouais, février-mars 2017. Euh, et en fait, bah, le lancement nous a pris tellement de temps que là, tout le monde avait la même idée, tout le monde était sur le marché. Et donc là, ça répondait plus à un vrai problème, en fait, Hmm. notre idée. C'était, les gens ils pouvaient se débrouiller sans nous, que ce soit les marques ou que ce soit les consommateurs, consommatrices. Donc j'insiste vraiment là-dessus. Est-ce que je résous un vrai problème ou est-ce que j'essaye de caler un problème sur une idée de business que j'ai eue? Et donc toujours se refocaliser sur le problème plutôt que sur la solution qu'on essaye d'appliquer. Et du Hmm. coup, la troisième Ouais. question que j'avais identifiée et qui en fait nous a permis de comprendre qu'on était en train d'aller dans le mur avec l'étiquette, c'est de se poser la question de l'équation de son chiffre d'affaires ou de son bénéfice, surtout de son bénéfice en fait, de se poser la question, de vraiment le mettre en formule mathématique. Et donc nous par exemple notre CA, ouais voilà vraiment le côté chiffre d'affaires, ce qu'on allait vraiment toucher nous, ça dépendait de la commission qu'on prenait, parce que bah, du coup, on prenait une commission qui était de 20%, du D'accord. panier moyen qu'il allait y avoir sur notre site. Donc, il était aux alentours un tout petit peu plus élevé que 60%. Donc, déjà, on voit que 20% de 60 euros, c'est pas énorme a priori. Euh, Hmm. Ensuite, il dépendait du nombre de personnes qui visitaient notre site et du taux de conversion. Sachant que le taux de conversion en e-commerce dans le secteur de la mode, il est aux alentours de 2%. Et donc, Hmm. si on fait tout ça, ça faisait il fallait que chaque mois, on aille chercher plus de 100 000 visiteurs juste pour pouvoir, à un moment ou à un autre, espérer couvrir plus ou moins nos frais. Ça comptait même pas des salaires. Donc, en fait, en D'accord. voyant cette équation écrite noir sur blanc, on s'est dit, mais il y a un problème. Si notre boulot, là, ça devient d'aller chercher des, de, comment dire, d'aller faire de De- l'acquisition client tout le temps, tout le temps, tout le temps pour faire monter ce chiffre de Ouais, ce nombre de compteur de visites. visite, quoi. Hmm. Voilà. Et sachant que les autres critères, ben, on ne pouvait pas trop les bouger, quoi. Donc, c'est vraiment Hmm. super important de poser vraiment en chiffres sur un papier pour se rendre compte, OK, est-ce que les variables que je dois faire jouer, est-ce que je suis OK de jouer avec? Ok. Super, très clair. Merci. Euh, ensuite, justement, tu as parlé du chiffre d'affaires, du bénéfice. Euh, pour rebondir un peu sur ça, finalement, est-ce qu'il existe des coûts ou des dépenses particulières qui sont en fait liées à une activité éthique et qui, ben, comme tu l'as expliqué un peu tout à l'heure, tu as commencé à le faire, est-ce que ces coûts et ces dépenses existent et sont à prendre en compte? Oui, alors il faut différencier quand même si on est sur des produits ou si on est sur des services. Parce que si on est sur des produits, il y aura forcément des coûts de production qui sont supérieurs à des coûts de production classiques. Et c'est dommage que la norme soit encore ce classique, pas forcément fifou. Mais il y aura des coûts de production supplémentaires à prendre en compte, tout simplement parce que dans une activité éthique, bah, on cherche les bonnes matières, on cherche la rémunération juste, on cherche la bonne localisation, on cherche la rémunération juste des salariés, des employés, etc. Donc, il y aura tout ça à prendre en compte dans le cas d'un produit. Et en fait, tous ces coûts qui peuvent quand même des fois tripler la valeur, enfin les coûts de production par rapport à une activité classique ou une marque qui n'est pas du tout engagée, mais il faut bien que ça se répercute quelque part. Donc soit ça se répercute ensuite sur le prix auprès du consommateur ou de la consommatrice, Hmm. soit on rogne sur les marges et donc, si on rogne sur les marges, bah, peut-être qu'on fait moins de marketing, ce genre de choses-là. Enfin, en tout cas, c'est des arbitrages à avoir. Et après, quand on est sur de la prestation de service, ça dépend un petit peu du business model, ça dépend un peu de quelle prestation de service. Mais il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que dans une activité éthique, le but n'est pas de déplacer le problème du prix
de la rémunération au dernier maillon de la chaîne. Et donc, il faut quand même comptabiliser son salaire à soi. Et il faut comptabiliser aussi le salaire ou la rémunération des personnes avec lesquelles on travaille. C'est-à-dire Hmm. que on peut vraiment se poser la question honnêtement, est-ce qu'une boîte éthique peut vraiment se lancer sur ces 2 premières années en ne prenant que des stagiaires de 2 mois parce que c'est non rémunéré et en faisant ça pendant 2 ans parce que c'est pas rémunéré. C'est vraiment des questions qu'il faut se poser de est-ce que tout travail mérite salaire? Oui, non. Moi, je suis plutôt oui. Mais Hmm. voilà, si on est dans un système éthique, il faut quand même prendre en compte cette rémunération juste vraiment pour tout le monde. Et donc ça, Hmm. forcément, ça a un coût. D'accord. Oui, ce que j'entends à travers ce que tu dis, c'est finalement, euh, enfin, d'autant plus dans une activité éthique, j'ai envie de dire, ne pas faire supporter le poids, entre guillemets, de ce choix-là de positionnement éthique sur, quand tu parlais du maillon final, c'est le client, mais plutôt se demander effectivement dans la structuration de son activité, dans l'organisation, comment est-ce que on peut justement avoir des coûts restent, ou des dépenses qui restent raisonnables. Après, chacun met ce qu'il veut derrière raisonnable. Mais effectivement, ouais, je partage ce point de vue-là, c'est clair. Merci. Euh, Ensuite, on va arriver sur un peu la partie, forcément, une fois que on peut, d'ailleurs, les coûts et les dépenses, ça peut en être un, au niveau des obstacles. Justement, finalement, on va rencontrer des obstacles quand on va créer un business model éthique. Et finalement, selon toi, quels peuvent être ces obstacles? Et la question aussi qui arrive rapidement, c'est quelles sont les solutions par rapport à ces obstacles-là? Alors pour moi, le premier obstacle, c'est le fait que c'est très difficile d'être éthique sur toute la ligne. C'est-à-dire que si on est dans le cas d'un produit, par exemple, si on fait, disons, je sais pas, des chemises, ça va être très difficile de trouver à la fois du tissu éthique, mais aussi du fil éthique pour coudre les boutons qui seront aussi des boutons éthiques. Et en plus de ça, trouver au niveau des matières, que tous ces éléments-là soient respectueux de l'environnement, si possible recyclés, et puis qu'ensuite ce soit fait en France, fabriqué en France, assemblé en France. Voilà, on se retrouve avec une chemise à 3 000 euros, et clairement, c'est pas forcément l'idée. Donc en fait, il faut arbitrer. Il faut toujours arbitrer. Même les marques les plus engagées, elles ne peuvent pas avoir tout bon sur toute la ligne. Mais en fait, c'est aussi normal parce qu'aujourd'hui, le monde n'est pas encore prêt à fournir ce type de matière en grande quantité à des marques éthiques. Enfin, aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne peut pas trouver de manière éthique. Et en fait, en termes de solutions, je pense que c'est important de communiquer là-dessus et d'être dans une logique de transparence, de vraiment expliquer que voilà, on n'a pas pu trouver éthique. Si c'est parce que c'est les limites du système, c'est parce que c'est les limites des fournisseurs, etc. etc. C'est un peu ce que fait Veja très bien. Veja, tous les éléments qui composent leurs chaussures ne sont pas 100% éthiques, mais en fait, ils le disent. Et c'est ça qui est important, je pense. C'est vraiment d'expliquer aux consommateurs, voilà, on a voulu bien faire, on a fait bien à notre maximum, et ça peut pas aller jusqu'au bout de ce qu'on aimerait, mais on essaye toujours de s'améliorer. Et, et je pense Et, qu'il faut... Ouais, pardon. vas-y, vas-y. Je te laisse finir. Non, et je disais aussi que, enfin, faut pas oublier non plus qu'on crée des entreprises. Donc, à un moment, il faut quand même que ce soit rentable. Et donc, ces arbitrages, il faut qu'ils prennent cette rentabilité en compte. Parce que si on explose tous les coûts et qu'on n'a jamais de rentabilité, bah, à ce moment-là, on crée une association qui n'a pas les mêmes logiques qu'une entreprise, qui peut toucher des subventions, ce genre de choses. Mais voilà, si on veut créer vraiment une entreprise, que ça ait un business model rentable, etc., il faut vraiment faire des arbitrages. Ok, ça marche. Quand tu parlais de transparence tout à l'heure, j'aimerais justement si tu as, des choses qui te reviennent par rapport à ta marketplace éthique que tu avais cofondée, l'étiquette. Est-ce que toi, tu as été confronté avec ton associé justement à ben, cet obstacle qui est
Tu vois, on voudrait tout faire bien, tout faire au mieux. Et finalement, bah, du coup, on se retrouve face à certaines réalités économiques. Tu as parlé de, voilà, de rentabilité, par exemple. Est-ce que t'as fait face, toi, à ces obstacles et comment finalement tu les as un petit peu, tu les as solutionnés? Ouais, alors déjà, on a fait face à ces obstacles parce qu'il y avait certaines marques qui ne voulaient pas nous communiquer toutes les informations que nous, on demandait. Parce qu'il y avait des informations qui étaient très sensibles, les noms des fournisseurs, ce genre de choses. Du coup, parfois, dans la relation avec les marques, c'était compliqué d'obtenir les informations qu'on voulait. Et en même temps, nous, on ne voulait pas prendre le risque de référencer des marques qui, au final, ne répondaient pas à notre cahier des charges qui était très précis. Hmm. Et puis après, on a eu aussi un arbitrage sur, mais finalement, qu'est-ce que l'éthique? Parce qu'au moment où on a lancé la marketplace, on était plutôt en transition végane et s'est posé la question du cuir. Est-ce que le cuir, c'est éthique? Est-ce qu'on met quand même des sacs, de la maroquinerie en cuir, alors qu'ils font d'autres choses à côté et qui sont engagés, mais est-ce qu'on considère ça éthique ou pas? Et en fait, ça a été une vraie question parce que notre credo de départ, c'était de dire que justement, on peut pas tout faire correctement, qu'à un moment, il faut faire des choix. Et du coup, on a eu beaucoup de mal à trancher sur cette question-là parce que nous, ça ne nous paraissait pas OK pour nous-mêmes d'acheter du cuir. Mais en même temps, il y a d'autres personnes pour lesquelles c'est OK d'acheter du cuir et qui préfèrent que ce soit du Made in France et qui préfèrent que ce soit des matières recyclées. Et, et voilà, du coup, ce genre de choses-là, on a eu de grosses discussions sur ce qui, pour nous, était éthique ou pas, etc. Hmm. Ouais, ce que tu dis, ça me fait penser à deux choses. Finalement, ça revient un peu au tout début, ce que tu disais, au fait qu'il faille prendre en compte enfin, le besoin réel qui existe et les problèmes réels qui existent, et finalement ne pas aussi plaquer, toi, tes propres peut-être croyances ou convictions personnelles sur ton projet, parce que peut-être que la majorité des personnes à qui tu vas t'adresser, tes futurs clients, ne sont pas dans tes convictions personnelles. Ouais, exactement. Euh, et la deuxième chose à laquelle je pense beaucoup aussi, surtout des solo entrepreneurs et des freelances sont confrontés, et de façon générale, quand on entreprend, c'est cette chose, comme je disais tout à l'heure, de faire les choses au maximum, voilà, de façon parfaite. Mais de l'autre côté, je mets souvent en face, par exemple, les 4 accords Toltec, dont l'un qui est fais du mieux que tu peux. Et je pense que ça, c'est un accord qui sera valable dans 100 ans, 1000 ans, 10 000 ans, parce que ça reste valable pour tout le monde à toute époque, quoi. Euh, et voilà, qu'on soit dans une activité entrepreneuriale éthique ou pas, faire du mieux qu'on peut, ça reste une des choses les plus importantes et indispensables à faire. Oui, je suis bien d'accord. Alors, maintenant, on va revenir un petit peu sur finalement la communication en amont d'un projet, d'une activité éthique. Euh, Finalement, on parle beaucoup aujourd'hui des campagnes de crowdfunding, donc de financement participatif sur des plateformes telles que Ulule ou KissKissBankBank. Euh, Selon toi, finalement, est-ce qu'une campagne de financement participatif, de crowdfunding, peut s'intégrer à un business model éthique? Alors, je pense que oui, parce que une campagne de crowdfunding, ça permet quand même d'aller vérifier qu'il y a un besoin et de faire un premier contact avec les consommateurs, consommatrices avant de lancer un projet qui peut-être se cassera la figure dès la première mise sur le marché. Donc pour moi, le crowdfunding, il est important dans le sens où on inverse un peu la tendance, on ne produit pas en surplus avant de pouvoir savoir si on va vendre. Mais en fait, on se met vraiment dans une logique, bon, je vais produire exactement ce dont je vais avoir besoin. Allons dans une logique de produit. Est-ce que tu peux juste, parce que c'est vrai que nous deux, on sait ce que c'est le crowdfunding, mais peut-être est-ce que tu peux rappeler le principe d'une campagne de ce Yes. type-là et en gros comment les gens peuvent participer à une campagne comme ça? Yes, du coup, une campagne de crowdfunding, en fait, le principe, c'est de faire de la prévente. C'est-à-dire qu'on ne produit pas en amont, mais en fait, on va commencer à vendre en disant, voilà, si on atteint un certain objectif de prévente, par exemple, si on atteint 500 préventes, là, on lancera la production pour de vrai. Sinon, vous serez remboursé.
Donc, en fait, ça permet de lancer un produit au départ en ne faisant pas l'avance de trésorerie et en vérifiant vraiment qu'il y a un marché, en se constituant un peu sa première communauté, ses premiers testeurs, etc. Et donc ça, pour moi, c'est un super moyen de tester si son activité intéresse des gens et donc de vérifier qu'il y a un vrai problème derrière. Après, le souci que je vois un peu avec le crowdfunding, c'est le fait que ça rentre dans une logique de il faut faire du chiffre le plus rapidement possible. Parce qu'une campagne de crowdfunding, c'est défini dans le temps. C'est sur, en général, un mois Mm. pour faire sa campagne. Et en fait, ça vient se télescoper direct avec ce qu'on évoquait avant, qui est les coûts marketing, les coûts d'acquisition. Est-ce que je fais de l'acquisition? Est-ce que je vais faire du marketing? Est-ce que je vais faire des pubs Facebook, des pubs Google, des pubs Insta, etc. Parce que pour une campagne de crowdfunding, il y aura peut-être besoin de faire de la pub, de faire de l'acquisition payante. Et du coup, en fait, il n'y a pas de réponse universelle. Je ne suis pas là pour donner une réponse universelle à ça. Mais il faut se poser la question de est-ce que c'est ça qu'on a envie de faire ou pas. Et donc, de quand même de profiter du côté événementiel du crowdfunding, c'est super. Où est-ce qu'on s'arrête? Où est-ce qu'on place le curseur pour pas forcément aller trop loin et pour pas se placer dans une logique de je veux vendre à tout prix le plus possible. Mm. Sachant que ouais, c'est super pertinent, effectivement, de se poser la question sur tout ce qui va être les publicités en ligne de manière générale, parce que pas forcément uniquement dans le cadre de sa campagne de crowdfunding, mais aussi ensuite dans son activité. Est-ce que faire des Facebook Ads, des Google Ads, donc des publicités Facebook ou Google, euh, c'est euh, c'est quelque chose qui nous paraît éthique, effectivement. Donc là, ça revient à ce que tu dis. Où plaçons le curseur éthique ou pas? Donc c'est vrai que c'est des choses à prendre en compte avant de créer cette campagne et même, j'ai envie de dire, avant de créer le projet et votre activité tout court, quoi. Ça, c'est Ouais, clair que c'est clair. c'est un élément important. Ouais. C'est clair, c'est clair. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est pour ça, en fait, c'est en prenant vraiment conscience de ça qu'on a décidé d'arrêter l'étiquette avec mon associé. C'est parce que justement, quand on était sur cette équation, qu'on voyait le nombre le trafic qu'il fallait aller chercher, qu'ensuite on a commencé à se dire, bon, on va faire des pubs Facebook, des pubs Google, des pubs machin, etc. Là, on s'est arrêté, on s'est dit, mais stop, on va pas aller chercher de l'argent pour payer Google et pour payer Facebook, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et Hmm. donc, c'est pour ça qu'on a arrêté. C'est parce que vraiment, ça ne correspondait plus du tout à ce qu'on avait imaginé pour le projet, en fait. Ok, ça marche. Euh, alors, maintenant, on va aborder un sujet que moi j'aime beaucoup parce que je pense que, pareil, chaque indépendant qui entreprend ou chaque entreprise, au moins au début et même après, mais beaucoup au début de son activité rencontre, c'est ce fameux rapport à l'argent. Donc, on en parlait là à l'instant. Est-ce que effectivement les pubs, par exemple, ou toute action, tout levier de marketing, en gros, est éthique dans le cadre de son activité dans ce domaine-là ou pas. Euh, et finalement, selon toi, sans encore une fois se poser en il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, mais comment est-ce qu'on pourrait approcher et gérer ce rapport à l'argent dans une activité éthique finalement? Alors, il y a quelque chose d'assez rigolo chez tous les entrepreneurs éthiques que j'accompagne, c'est que ils et elles ont énormément de mal à facturer. Parce que non, mais l'argent c'est sale, et puis j'aide les gens, et puis du coup ça devrait être gratuit. Alors oui, mais il y a un moment, il faut quand même manger. Quand Ouais. même. Et en fait, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le côté tout travail mérite salaire. Il y a un moment, il y a un prix juste en fait pour les choses. Et cette notion, on l'a complètement perdue avec la fast fashion, avec l'obsolescence programmée, avec plein de choses, des délocalisations, etc., qui font qu'on a complètement perdu la valeur des choses. Mais pour moi, vraiment, tout travail mérite salaire. Et donc, pour moi, on va plus loin. L'argent, c'est pas sale. L'argent, c'est un super moyen pour faire plein de choses. C'est juste que dans son utilisation
Ça peut devenir très pervers dans le vouloir acquérir à tout prix de l'argent pour, on ne sait même pas pourquoi faire, ça peut devenir un peu pervers, mais voilà, l'argent, c'est aussi ce qui permet de financer de super associations, d'avoir de super impacts environnementaux, etc. Donc pour moi, l'argent, c'est pas sale, c'est juste qu'il faut mettre en place peut-être des garde-fous, histoire de ne pas se laisser embarquer par l'argent. Donc par exemple, se dire, ok, bon, combien est-ce que j'aimerais gagner en restant réaliste ou en restant un peu voilà, pour faire toutes les choses que j'ai envie de faire, pour être confortable, etc. Quelle est la vie que j'ai envie de mener? Quel est le salaire que je veux? Ok, bon, bah cool. Et du coup, à partir de ça, on peut se faire une grille des salaires pour le reste de son équipe, si on a une équipe ou si on envisage plus tard d'avoir une équipe, en se disant, bon, bah, je ne veux pas qu'il y ait trop d'écart entre le plus gros salaire et le plus bas salaire, stagiaire inclus. On va tous se caler entre temps et temps, et personne ne dépassera, et personne ne sera non plus en dessous. Comme ça, on reste tous à peu près à certains niveaux. On peut également, si des fois il y a beaucoup de surplus, si des fois on n'est pas trop à l'aise avec ça, bah, reverser à des associations, tout simplement, soit des assos qui sont partenaires très longs, soit sur la longue durée, soit des assos un peu plus ponctuels, mais qui ont quand même un lien avec l'activité, ça reste cohérent quand même. Voilà, mais il y a plein de choses à faire. Mais à un moment, si on laisse l'argent et si on laisse les prestations payantes aux grosses boîtes qui ne font pas forcément du bien, bah c'est un peu dommage, quoi. Donc, on a une place à prendre sur le marché et oui, on mérite d'être rémunéré pour ce qu'on fait. Mm. Non, mais c'est sûr, je suis à 100% d'accord avec ça de toute façon, parce que ce rapport à l'argent dans notre société occidentale, il est très, comme tu disais, malsain tout à l'heure. Euh, Parce qu'on n'a jamais appris à effectivement le gérer et à partir de la base, c'est-à-dire quelle est la vie qu'on veut avoir, effectivement quel est le montant dont on a réellement besoin pour vivre. T'en parlais tout à l'heure, quel est le montant juste en fait pour nous. Et je crois que foncièrement, et c'est ce que je transmets à voilà, mes clients et aux personnes que j'accompagne, c'est demandez-vous, en fait, enfin, à partir du moment où vous repartez de vous, c'est là où vous n'arrivez, comment dire, euh, vous ne regardez pas ailleurs et à travers justement le regard ou le jugement que peuvent avoir les autres. Et quand bien même, ça, c'est que des projections de ce que vous pensez que les autres pensent de vous. Et donc, c'est effectivement un super conseil et un bon point de départ de partir de soi et moi j'appelle ça designer la vie de ses rêves et la vie qu'on a envie d'avoir, quoi. Et effectivement, c'est un super conseil. Et tu parlais tout à l'heure des entrepreneurs éthiques que tu accompagnes. Est-ce que ce rapport à l'argent un peu compliqué, tu le perçois plutôt chez certains types d'entrepreneurs? J'entends par là dans certaines activités, ou alors c'est pour tous les entrepreneurs éthiques parce que je crois que c'est des gens qui débutent que tu accompagnes. Donc voilà, c'est. Alors, bah, c'est pas forcément lié à un certain type d'activité. C'est quand même plutôt sur des services, parce que bon, sur des produits, en vrai, on peut se baser un peu sur la concurrence, sur ci, sur ça. Enfin, il y a des coûts de production, etc., qui font que on a peut-être moins de mal à évaluer un prix. Mais c'est quand même beaucoup sur des services. Et en fait, c'est surtout lié à des soucis d'estime de soi, des soucis de confiance en soi, qui vont en général un peu avec ce sujet de mais quelle est vraiment la valeur que j'apporte. Et ouais, c'est plutôt sur ce sujet-là qu'il y a du mal. Et du coup, je voudrais juste nuancer ce qu'on vient de dire, parce que quand on parlait de vie de rêve et tout ça, on peut penser que quand on dit vie de rêve et tout, on parle grosse voiture, machin. Alors, donc clairement pas. Mais vie de rêve, ça peut être, par exemple, tous les mois, j'aimerais donner 1000 euros à PETA, j'aimerais donner 1000 euros je sais pas, L214, etc. Et en fait, ça peut aussi être ça, la vie de rêve, de ce qu'on a envie de se payer avec son argent. Donc voilà, il faut Hmm. vraiment replacer un peu, comme tu as dit, repartir de soi, voir ce qu'on a envie de faire, voir ce qu'on a envie d'aider, ce qu'on a envie de soutenir comme cause, et en fait, ensuite, faire en sorte d'y aller. Hmm.
Non, mais c'est exactement ça. Pour rebondir et terminer sur ce que tu disais, oui, c'est pour ça, pour pas brouiller la perception. Quand j'entends vie de rêve, je parle pas de la vie de certains Instagrammeurs sur les réseaux sociaux que je ne nommerai pas, et du coup qui, voilà, nous vendent pour le coup leur vie à eux. Mais ça, c'est leur problème à eux, c'est pas votre problème à vous, quoi. Euh, Effectivement, ça peut être, comme tu dis, donner à des associations ou en fait juste prendre du temps pour soi, se dire, je vais par exemple me programmer dans mon agenda des plages horaires juste pour moi pendant 2 heures. Soit je ne fais rien, soit je vais aller faire des massages, je vais aller faire des soins, etc. Je vais me prendre un café avec ma meilleure amie, mon meilleur ami. En fait, tout dépend de vous. Et c'est vrai que oui, la notion de rêve peut être un peu connotée, donc tu as bien fait de préciser là-dessus. Euh, et donc, je vais te poser une dernière question par rapport au rapport à l'échec. Parce que je sais que justement, toi, c'est un thème qui te parle beaucoup. Tu vas nous en dire plus peut-être après pourquoi, enfin, comment tu vas concrétiser ça justement, ce rapport-là. Finalement, une activité éthique est confrontée à un rapport à l'échec forcément. Euh, et donc toi, de ton côté, est-ce que tu pourrais nous partager finalement un échec qui te tient à cœur? C'est un peu bizarrement dit, mais c'est un peu ça, qui te tient à cœur et l'apprentissage en fait qui est relié à cet échec-là. Ouais, bah, du coup, mon gros échec quand même récent, c'est vraiment l'étiquette, donc la boîte qu'on a montée avec mon associé et qu'ensuite on a fermée. Alors pourquoi un échec? Parce que même si c'était notre choix de la fermer, bah, en fait, enfin, pendant 2 ans, on a quand même mis tout notre cœur dans cette boîte en étant persuadé que c'était la bonne chose qu'on était en train de faire, que vraiment c'était ça et pas autre chose, etc., etc. Et, et en fait, bah, on n'a pas vu justement toutes les choses, enfin tous les signaux d'alerte qui étaient là, on ne les a pas vus. Et du coup, ce que j'en retiens, c'est que même quand on veut très bien faire, même quand on a les meilleurs sentiments, et ben, en fait, ça peut arriver quand même qu'on dérive et ça peut arriver qu'on fasse les choses mal ou même à l'encontre de ce qu'on promeut, de ce qu'on essaye de construire, tout simplement. Donc voilà, c'est possible, mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'essayer. Donc nous, dans notre cas, on a pris une décision complètement brutale, c'est-à-dire que quand on s'appelait, on était au téléphone en train de préparer une levée de fonds, donc pour complètement autre chose que ça. Et en fait, 1 heure au téléphone plus tard, on a raccroché en se disant, en fait, OK, il faut qu'on ferme la boîte. Ça s'est pris en 1 heure, cette décision qui n'était pas du tout sur la table avant le coup de téléphone, quoi. Clairement, c'était Mhm. du très, très rapide. Alors, ne fermez pas forcément vos boîtes si vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais vous pouvez passer du temps à essayer de corriger les choses, à essayer voilà, de poser des garde-fous, comme on disait tout à l'heure, de se demander si ce qu'il y a, si les aspects qui clochent sont réparables, si on peut redresser les choses, etc., etc. Et surtout, c'est pas parce que ça s'est mal passé sur un pan de l'activité ou même sur toute l'activité une fois qu'il faut arrêter d'essayer d'entreprendre dans le domaine de l'éthique. Parce que si on s'arrête d'essayer, si nous on arrête, en fait, il n'y a plus personne après. Et ça laisse le champ libre à tout plein de gens qui sont intentionnés, je ne vais pas dire bien intentionnés, enfin, qui sont intentionnés, qui ont d'autres intentions, mais qui font pour le coup beaucoup de mal à l'environnement, beaucoup de mal à la planète, beaucoup de mal à tout ce qu'on, voilà, tous les, bah, vous connaissez aussi hein, tout ce qu'on peut imaginer. Et voilà, peut-être que le business model actuel n'est pas encore hyper optimal, il n'est pas encore fou, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas évoluer dans le futur. Hmm. Oui, dans ce que tu nous dis, moi j'y vois en fait deux choses. Il y a vraiment en fait, c'est distinguer un échec qui est lié plus aux valeurs du projet, aux valeurs autant personnelles que celles du projet, des échecs qui font avancer finalement et qui font qu'on se transforme soit personnellement, qu'on transforme son activité, qu'on va explorer de nouveaux territoires
et qu'on progresse et qu'on évolue, quoi. Ouais, Donc, c'est vraiment, faut exactement. faire vraiment le distinguo, quoi. Mm. Exactement. Alors après, attention, hein, ça ne veut pas dire qu'on n'en chie pas quand on est en plein dans l'échec, hein. Enfin, clairement, moi, l'arrêt de Ouais. l'étiquette, même si sur le moment, j'étais, oui, c'est trop bien, on est aligné avec nos valeurs et tout. 2 jours après, Ouais. j'allais pas très bien. Et après, L'ascenseur émotionnel, ouais, quoi. c'est ça. Et après, Ouais. c'était un peu une alternance de ah, c'est trop cool, oh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Oh mon Dieu, c'est génial, oh, quelle catastrophe. Voilà, enfin, ça a alterné comme ça pendant 2 mois. Je me suis posé 1000 questions, j'ai voulu refaire ma vie 10 fois, j'ai considéré tous les métiers. Quand je dis tous les métiers, ça va de journaliste à moine bouddhiste à, voilà, enfin, vraiment plein, plein, plein de choses. Je me suis même lancée dans un doctorat après, donc j'ai complètement, voilà, pas Ok. du tout continué ça, mais voilà, pour dire que tout échec est dur à gérer, c'est normal. On n'en parle pas beaucoup, et justement, c'est pour ça que j'écris un livre là-dessus. C'est un peu pour désacraliser ce côté échec, parce que bah, l'échec dans la société française, on a tendance à le cacher un peu et à pas trop oser le le dire, de peur d'être catégorisé, etc. En vrai, depuis que l'étiquette s'est arrêtée, pas une seule fois je suis arrivée en soirée où j'ai dû me présenter en disant oui, donc c'est moi qui ai planté ma boîte. Non, je dis d'autres choses, je dis pas ça. Et personne n'a dit ça de moi. Donc, Oui, si ça se trouve, dans quelques années, ça sera un peu devenu la norme de dire ah, mais combien t'as planté de boîtes? Je crois que c'est aux États-Unis où ils se présentent beaucoup comme ça, enfin, les fondateurs. Enfin, c'est une question de culture là aussi, quoi, c'est clair. c'est sûr. Et pour revenir en fait sur ce binôme échec-apprentissage, tu avais écrit donc enfin, j'ai trouvé un super article sur LinkedIn à propos des 10 échecs et apprentissages que tu as eus grâce à l'étiquette. Est-ce que du coup, tu pourrais nous en partager un ou deux sans déflorer trop de choses, parce que j'imagine qu'ils vont être dans le livre qui sortira plus tard. Yes. Bah, en fait, Voilà. justement, c'est en commençant à faire cette liste et en voyant l'engouement qu'il y avait eu pour cet article que je me suis dit, ah, en fait, déjà, j'en ai beaucoup plus des erreurs parce que j'avais pas eu le temps de tout écrire. Et en plus, il y avait un intérêt pour ça, donc autant continuer. Alors, une de nos erreurs, c'est que on est allé au contact de notre cible trop tard. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est lancé dans ce qu'on imaginait être notre solution. On a lu des études, on a lu des articles, on était basé sur des chiffres. Mais en fait, ces chiffres, jamais on les a confrontés en allant parler à des gens, à des vrais gens, des vraies personnes, Dans la vraie vie. Ouais. voilà, dans la vraie vie, et à vérifier qu'il y avait bien, en fait, à vérifier qu'il y avait bien un vrai problème et un vrai attrait pour ce qu'on allait proposer. Ok. Et du coup, le fait qu'on aille au contact de notre cible trop tard, ça fait qu'on avait une vision très erronée de ce qu'était notre cible. Donc en marketing, on dit persona. Cible, persona, voilà, c'est interchangeable dans ce cas-là. Et du coup, comme on est allé les voir trop tard, on se disait ah bah, notre persona, c'est quelqu'un qui est flexitarien, voire vegan, qui est très écologique, qui du coup fait de la méditation, du yoga, qui est très engagé, qui mange bio, blablabla. Oui, alors ces personnes existent, mais elles n'achètent pas sur Internet, donc elles n'allaient jamais acheter chez nous. Et donc en fait, on avait une vision tellement biaisée de ce qu'était notre persona qu'on est passé complètement à côté de la réalité qui était qu'en fait notre persona il était quand même quelques crans avant cet engagement et qu'en fait il était beaucoup moins engagé que ce qu'on pensait et donc pourquoi c'était une erreur? Parce que du coup on s'adressait à ce persona d'une manière qui n'était pas du tout adéquate avec ce que ces personnes attendaient en fait. Donc Hmm. il y a eu vraiment ça comme grosse erreur. Une autre grosse erreur qui est un peu liée à ça, c'est qu'en fait, on est parti directement sur construisant une marketplace, donc voilà, un site, un gros site avec plein de marques dessus, etc. Ce qui Et nous a pris 1 an et demi. Oui. et cette idée, d'ailleurs, elle est venue comment de la marketplace? Pareil, est-ce que c'est votre vision à vous qui Non, alors voulez faire une marketplace? ça c'était plus. En fait, moi, j'étais
quand j'étais adolescente, j'étais très fast fashion, très shopping tout le temps, etc., etc. Parce que je ne sais pas si c'est vraiment totalement pour ça, mais en fait, j'étais au collège dans un lycée privé catho très bourgeois, et où en fait, toutes les filles, elles avaient des longs champs. Et donc, moi, je suis arrivée avec mes gros pantalons pas d'éléphant, mes polaires Décathlon et tout. Enfin, clairement, j'étais pas du tout dans mon élément. Et en fait, j'ai commencé à me faire harceler à l'école justement parce que j'étais pas du tout à la mode et pas du tout à cette mode-là. Et donc, en fait, comme un petit enfant normal, j'ai voulu m'intégrer. Et donc, je me suis dit, bon, il faut que j'aille m'acheter des Longchamp. Et puis ensuite, la mode des Longchamp est passée, c'était les Eastpak. Et puis ensuite, c'était les Vans, et machin. Et donc, alors heureusement, mes parents disaient quasiment non à tout, mais ça m'a mise dans un mood de il faut consommer pour se faire des amis. Et donc, pendant un gros temps, pendant mon adolescence, j'étais très comment on dit, Oui, fashionista, fashion etc. addict, ouais. Ouais, et voilà, et fashion addict, exactement. Et, et en fait, quand j'étais fashion addict, j'adorais acheter sur des sites multimarques parce que du coup, c'était plus facile, ça arrivait en un seul panier, etc. Et du coup, quand mon rapport à la consommation a commencé à complètement changer et où j'ai arrêté de me comporter comme ça, du coup, c'était un peu ça qui me manquait, en fait. J'ai créé ce qui me manquait à moi, ce qui part d'un bon sentiment et ce que j'entends beaucoup dire de la part de plein d'entrepreneurs, éthiques ou pas éthiques, hein. Oui, j'ai créé le produit parfait pour moi. Alors oui, mais il faudrait quand même que ce problème, il se répercute, déjà que ce soit un vrai problème et que ce soit un problème partagé par plein d'autres gens. Parce que Hmm. créer le produit parfait pour moi, c'est pas ça qui va forcément fonctionner pour toute personne. Ok, très clair. Non, mais c'est super. Merci pour ces partages. Je pense que ça va inspirer pas mal de gens, surtout des solo entrepreneurs et des freelances qui se lancent, parce que c'est vrai je pense que et moi-même, je l'ai eu à travers mes différents projets dès le premier. Donc, cette vision biaisée où on veut absolument plaquer comment dire, nos aspirations en fait sur le projet et parce qu'on pense qu'effectivement tout le monde a les mêmes aspirations que nous, quoi. Donc, ouais, c'est Exactement. top. Écoute, merci beaucoup. Et Merci beaucoup merci à pour, toi. c'était super. Je pense que ça va, cet épisode-là va inspirer beaucoup de gens par rapport à justement à la fois le rapport à l'argent, ou au moins qui puissent se questionner sur ce rapport-là, le rapport aussi qu'ils ont entre le business model de leur activité et eux-mêmes, comment est-ce qu'ils pourraient peut-être faire évoluer, voire repenser totalement leur business model éthique. Donc, je pense que ça va être super intéressant pour eux. Est-ce que tu as, avant qu'on se quitte, je sais pas, une actualité, un projet à nous partager? Voilà, c'est à toi. Une actualité, non, alors j'ai mon livre qui est toujours en cours d'écriture, mais il n'est pas encore sorti. Mais du coup, si vous voulez vous inscrire pour suivre le lancement, j'espère dans quelques mois, hein, on va pas traîner ça pendant encore 10 ans. Du coup, Thomas mettra le lien sous la description de l'épisode. Mais en tout cas, merci Carrément. beaucoup pour cette invitation, Thomas. C'était un plaisir. Et bon courage à toutes et à tous dans le développement de vos projets. J'espère que ça se passera comme vous le souhaitez. Merci à toi. Et puis, juste avant de partir, petite précision, donc vous allez retrouver, pour ceux qui voient la vidéo en replay, vous allez la retrouver sur YouTube. Et effectivement, comme a dit Justine, je vais mettre le lien vers son profil LinkedIn et tous les liens utiles, dont le lien vers son site dans la description. Et puis, comme ça, voilà, vous pouvez la contacter, aller voir ce qu'elle fait. Et moi, de mon côté, pour terminer aussi sur ça, donc voilà, je propose des accompagnements autant individuels que collectifs en coaching du coup et pour justement des personnes qui veulent être devenir solo entrepreneur et freelance éthique et qui rencontrent autant des challenges personnels que professionnels dans ce début d'activité. Donc je serais ravi voilà, d'en discuter avec vous de tous ces challenges auxquels vous faites face. Donc n'hésitez pas à me contacter, pareil sur LinkedIn ou voilà, via les différents réseaux qu'on a aujourd'hui.
Merci Justine, et puis à bientôt pour un prochain live du coup. Merci beaucoup Thomas, à bientôt. Salut, ciao.